Cette capsule d'information à l'antenne de TVRL vous est présentée en association avec le groupe Savoie, les Résidences Soleil. Cette semaine, nous allons vous parler de la nourriture dans les résidences. Comme dans les résidences Soleil, naturellement, nous avons quand même fait une installation en fonction des besoins des gens du bel âge et aussi de grandes salles à manger pour pouvoir recevoir les enfants, les petits-enfants, sans aucune réservation. Parce que vous savez, pour les gens du bel âge, la nourriture, c'est très important. Dans les résidences Soleil, on a le service aux tables maintenant qui est offert. Et aussi, on garde toujours notre fameux système pour les gens qui aiment bouger puis qui aiment avoir quand même ce que ça leur tente de manger. Fait que pour nous, c'est très important d'avoir une façon de faire qui plaît à tout le monde. Mesdames et messieurs, informez-vous. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du magazine télévisé Vos Finances, produite et diffusée d'abord et avant tout à TVRL, Télévision régionale de Laval. C'est une télé communautaire et sauf erreur, c'est la plus grosse au Québec, à part les grands réseaux nationaux comme TVA, Radio-Canada, etc. Alors, comme je vous avais dit la semaine dernière, c'est la dernière émission de cette saison. Après ça, ça va être les grandes vacances d'été. Bienvenue pour tout le monde. Et pour faire un peu de spécial pour cette dernière émission, je vous avais annoncé la semaine dernière qu'on allait parler de planification financière, mais de planification financière sérieuse et à long terme. Ça ne veut pas dire qu'à court terme, elle n'est pas sérieuse, ça veut dire que ce n'est pas la même chose. On va vous en parler au cours de l'heure qui suit. Et pour vous en parler, bien évidemment, j'ai le plaisir d'avoir deux invités comme à chaque semaine. D'abord, M. Pierre Lemay, juste à côté de moi ici, Bonjour. Qui fait partie du groupe industriel Alliance. Et juste à côté de lui, un vétéran que vous avez peut-être déjà reconnu, Jean Turcotte, qui est maintenant rendu non plus chez AXA, c'est parce que j'ai toujours AXA dans la tête. Chez Sun Life. Il a travaillé longtemps chez AXA, mais là, maintenant, avec la fusion puis l'acquisition, il travaille maintenant chez Sun Life. Alors, messieurs, bienvenue. Je vais commencer par d'habitude avec vous, comme d'habitude, avec vous, M. Turcotte. Au cours des derniers jours, des dernières semaines, avez-vous remarqué quelque chose dans l'actualité économique et financière qui vous a amené à réfléchir ou à donner des conseils un peu différents à vos clients? Évidemment, à part la grève étudiant, oui, il y a d'autres choses qu'on voit. Essentiellement, ce qu'on voit, c'est que les marchés financiers sont un petit peu volatiles depuis les 2 dernières semaines. Essentiellement, évidemment, les marchés avaient bien réagi depuis au premier trimestre. Gros trimestre, et Gros là, trimestre. sont en train de se reposer, de digérer un peu, si on peut dire. En fait, comme j'avais déjà dit à la dernière émission où j'étais présent, le meilleur trimestre depuis les 14-15 dernières années. Donc, c'est quand même C'est pas rien, ça. pas rien quand même. Il est un peu normal que les marchés se stabilisent et même qu'il y ait une petite correction. Ça fait partie des marchés financiers, des marchés boursiers. Essentiellement, cependant, on sait qu'en Europe, là, il y a des incertitudes avec la Grèce, entre autres, difficultés à former un gouvernement. Alors, ils plantent toujours cette espèce de nuage gris là, en haut de l'Europe. Une croissance un peu plus faible en Chine au niveau du produit intérieur brut. Donc, c'est ce que je vois, c'est ce qui est préoccupant, mais en même temps, c'est un peu normal. Donc, on va laisser les choses aller. Ça devrait théoriquement bien se placer. Essentiellement, les années sont encore très positives pour le marché. Donc, Et l'ensemble de l'économie continue de prendre du mieux, semble-t-il, un peu partout, notamment aux États-Unis. Exact. Effectivement. Monsieur Lemay, vous suivez également de près l'évolution des marchés parce que vos clients doivent vous poser aussi à l'occasion des questions là-dessus. Oui, effectivement. Donc, moi, je verrais la progression des marchés là, pour le premier trimestre comme étant un peu forte pour... Peut-être trop forte. C'est ça. Anormalement forte. Et là, c'est pour ça que la digestion risque d'être un petit peu plus longue. Le fondamental, là, c'est le macroéconomique, c'est l'Europe. Évidemment, il y a un lent retour de certaines économies, dont les États-Unis. Mais on dirait que dans l'ensemble, il y a toujours, quand il y a une bonne nouvelle... il y a toujours des mauvaises nouvelles. Donc, comme on disait tout à l'heure, la Chine, qui est un gros joueur maintenant, bien, ça va un petit peu moins vite. L'Europe, bien, c'est l'incertitude. Il y a eu des élections récemment en France et puis il y en a encore dans 3-4 pays au cours des prochains mois en Europe. Ça fait planer un nuage d'incertitude, ça aussi. Exact. Puis, les investisseurs détestent l'incertitude. Tout à fait. Et de ne pas savoir où se camper, ils n'aiment pas ça. Et à ce moment-là, ils vont réagir en étant plus sécures, en faisant en sorte que
il y a un impact au niveau de l'économie comme Et telle. quand on parle des investisseurs, là, on ne parle pas des petits individus Non, comme vous et moi, on effectivement. parle des gros joueurs qui gèrent des millions et des milliards de dollars dans les fonds de pension, par exemple, ou dans les fonds communs ou des choses comme ça. Effectivement. Donc, il n'y avait pas de raison pourquoi que le marché a, pour le premier trimestre, connu le meilleur trimestre depuis 14 ans. Il n'y avait rien de suffisamment justifié pour arriver à ces résultats-là. Et donc, Et là, il n'y a rien de justifié pour expliquer pourquoi il recule depuis une semaine ou deux, sauf qu'il avait peut-être trop progressé au exact. premier trimestre, tout Ça simplement. pourrait être tout simplement Alors, un c'est réajustement. des réajustements qu'on peut constater de jour en jour. Quand une journée, l'action d'une compagnie ou d'un secteur ou l'ensemble de la bourse augmente fortement, regardez les 2-3 jours qui vont suivre après, ça va se corriger un peu, ça va se résorber un peu. Et quand ça baisse trop, ça va augmenter un peu au cours des 2-3 jours suivants, ne vous inquiétez pas. On a même vu Apple qui a produit des rendements extraordinaires. Tout à fait. L'action a monté rapidement de 10 dans la même journée, puis qu'aujourd'hui, on est revenu au point de départ, mais avec finalement un multiple de revenus qui est presque très faible pour une compagnie qui donne des résultats Qui donnait un semblables. multiple aussi élevé que ça il y a quelques années ou quelques mois encore seulement. Effectivement, oui. Alors, le multiple dont on parle, c'est combien de fois les bénéfices. Le price earning, comme ils disent en anglais. Quand vous achetez une maison, dans combien de temps elle va se payer d'elle-même? Quand vous achetez une action à la bourse ou un paquet d'actions, c'est la même chose. Dans combien de temps, avec ces bénéfices, ces actions-là vont se payer d'elles-mêmes? Alors, c'est ça, M. Turcotte. Bien, je rajouterais aussi au niveau de l'économie, au niveau canadien, en fait, notre économie est très liée aux ressources naturelles. Et Tout ce à qu'on fait. voit, c'est que la crise, les soubresauts des marchés financiers font en sorte qu'il y a une incertitude face à la demande de produits et de matières premières. Par exemple, on voit que le prix du pétrole a baissé de façon assez importante dans les dernières semaines. Ça crée aussi une pression sur toutes les sociétés minières. Donc, on voit que tout ça affecte de façon plus particulière le TSX au Canada que, par exemple, l'indice SP500 aux États-Unis, qui est une économie beaucoup plus diversifiée qu'au Canada, où on est plus concentré, par exemple, au niveau des ressources et des services financiers, par exemple. Mais est-ce que vous prévoyez qu'au cours des prochaines semaines, ça va se stabiliser ou ça va continuer de jouer du gros yo-yo encore? Tant que tout le dossier de l'Europe ne sera pas réglé, j'ai l'impression qu'il va risquer encore d'avoir des mouvements assez brusques d'une part et d'autre. Alors donc, impossible de savoir si les prochains mouvements vont être à la hausse ou à la C'est baisse. difficile. Si j'avais une boule de cristal, je pouvais vous le dire. Malheureusement, j'ai pas de Et boule on de serait tous immensément riches si on Exact. pouvait prévoir ces Voilà. mouvements-là d'avance. Tout à fait. Le problème, c'est qu'on ne peut pas prévoir ça. Non, il n'y a rien. C'est encore qui peut pire que nous la météo à prévoir. Oui. Parce que dans la météo, au moins, il n'y a pas de facteur humain, tandis que là, il y a des facteurs humains à la bourse. Et on peut prévoir quelques jours au niveau de la météo, mais au niveau de la bourse, on ne peut même pas prévoir quelques jours. Donc, mais les États-Unis, le fait qu'ils démontrent, il y a plusieurs paramètres qui sont positifs. En tout cas, Les je pense... créations d'emplois mensuels, Oui, entre ce autres, qui était très important, l'immobilier a de l'air vouloir revenir. se stabiliser un peu. Donc, on peut penser, peut-être pour la croissance, c'est moins sûr, mais la décroissance, je pense qu'on peut voir qu'on... Même On a évité ça. On a un peu évité ça. Puis l'Europe, bien, je veux dire, tout le monde a des lunettes noires face à l'Europe. Donc, c'est déjà anticipé, c'est déjà dans les indices. Donc, il reste peut-être le mieux-être, finalement, au niveau des États-Unis qui pourrait aider. Mais la semaine passée, on a eu une énorme banque. En fait, je pense que c'est la plus grosse aux États-Unis, JP Morgan Stanley, qui a dégagé et déclaré une perte de 2 milliards de dollars dans un seul trimestre. Est-ce que ça risque pas, ça, de nous ramener un peu à la situation qui avait prévalu avant, quand Lehman Brothers avait fait aussi, avec les subprimes, un énorme déficit, et là, bien, c'est l'ensemble du marché qui s'était effondré. Je pense que c'est un peu différent au niveau de cette banque-là. Elle n'est pas fragilisée, malgré que c'est une perte immense, mais vu la grosseur de cette banque-là, sa force financière, aussi, ses dirigeants ont été considérés comme étant très valables, même durant la période de crise en 2008. Je pense que ça peut être quand même un élément. Ça, on en reste que c'est comme on dit, un accident de parcours. Un gros accident, mais c'est un accident. Exactement. Donc, Il n'y aura peut-être pas de phénomène de domino comme on avait vu il y a 3-4 ans. On ne peut que l'espérer. Voilà. Alors, messieurs, je vous remercie beaucoup pour ces considérations. Alors maintenant, on va passer dans le sujet du jour, le sujet que vous connaissez un peu mieux parce que vous en faites à journée longue ou à la semaine longue, si on peut dire, vous en gagnez votre vie. C'est la planification financière avancée qu'on appelle familièrement la PFA.
Pourquoi on appelle ça avancé? Moi, je connais plein de conseillers financiers qui mettent planificateurs financiers après leur lettre, là, à la fin de leur nom. Est-ce qu'eux autres, ils font pas aussi de la planification financière comme ça? Ou c'est plus superficiel, peut-être? Ça doit être définitivement plus superficiel parce qu'un individu, un seul individu ne peut avoir les compétences d'autant de secteurs que finalement une équipe. Donc, quand on parle de planification financière avancée, c'est parce qu'on touche les entreprises quand il y en a. On peut toucher des immeubles, la gestion des immeubles pour des propriétaires immobiliers. On peut toucher de l'agriculture, on peut toucher la fiscalité, le légal, tout. Et donc, ça ne peut pas être le jeu d'un seul individu. Qu'est-ce que c'est de la planification financière, M. Lemire? C'est un plan de match qu'on fait pour... Quand on part en voyage, on essaie de dire on va aller là, on va aller là, on va aller là, mais il y a des incertitudes comme la météo, par exemple. Exact. Mais il y a on a, avec les années, fait un genre de travail où on explique et on voit que la planification financière avancée, c'est vraiment au cœur de toutes les l'activité économique, humaine ou familiale. Parce qu'avec la planification financière, on peut prévoir l'imprévu. Donc, ça pourrait vouloir dire d'avoir, par exemple, les protections. Si jamais un des associés pouvait décéder, ça peut avoir un impact sur la survie de l'entreprise. J'ai vu que vous partiez, par exemple, avec des contrats de mariage, puis vous allez jusqu'au testament. Exactement. Parce que le légal, vous savez, les lois ont changé et un associé pourrait être simplement conjoint de fait. Et il n'y a pas de testament de fait. Il y a des poursuites qui peuvent se faire parce que les documents légaux ont été mal faits. Ou ce qu'on voit souvent, qui est plus immédiat pour les entreprises, c'est les conventions d'actionnaires. Les conventions d'actionnaires, c'est un document qu'on espère ne jamais avoir besoin, mais que si jamais il se passe de quoi, peu importe, une chicane d'associés, un décès ou des choses comme ça, il peut y avoir un impact majeur au niveau de la compagnie. Donc, il doit être mis à jour. Et on voit avec les années des gens qui avaient des conventions d'actionnaires où ça avait été fait avec 4 associés. Ils sont rendus 2 associés et c'est toujours la même convention qui prévaut. Okay. On voit aussi des conventions d'actionnaires où il était stipulé que la compagnie avait une valeur de X, puis la compagnie est rendue 10 fois ce qu'elle avait comme valeur il y a 10 ans. C'est plus la même chose du tout. C'est plus du tout la même chose. Donc, il peut y avoir des incidences sur la survie de l'entreprise et c'est toujours ça qu'il faut regarder. Quand il faut que certains actionnaires, par exemple, paient la part aux ayants droit ou à la succession d'un de leurs collègues qui vient de décéder, bien là, s'ils sont obligés d'endetter l'entreprise jusque par-dessus les oreilles, comme on dit, ouais, ça risque de mettre l'entreprise en danger elle-même. Exactement. Et les gens, la succession de l'associé décédé, peuvent mettre d'immenses pressions parce que eux autres, ils disent... Ils veulent avoir la succession, ils veulent avoir l'héritage. Ils veulent l'avoir, puis la perception de la valeur de la compagnie, c'est une perception. Hein. C'est toujours flou. Fait que la succession, on peut penser que l'entreprise vaut 2 fois ce qu'elle vaut en réalité parce qu'il y a d'autres contraintes qui font que la valeur de l'entreprise peut être plus limitée. Donc, c'est toutes ces considérations-là. Pour revenir à la question, c'est quoi la planification financière avancée? Donc, il y a ce chapitre-là qu'il faut regarder, le légal. Il y a la fiscalité. La fiscalité est excessivement importante parce que on est associés, chacun de nous, avec le gouvernement fédéral et provincial. Oui. Et on ne veut pas les voir chez le notaire au moment de la succession. Oui, il faut régler cette chose-là. Donc, à travers une planification financière avancée, on peut considérer cette situation-là. Donc, c'est vraiment un travail. J'ai apporté, mais évidemment, c'est une planification. C'est un travail C'est un seul cas. Donc, on parle de peut-être 50, 60 ou 80 pages dans certains cas, parce qu'il faut toucher tous les aspects. Et nous, c'est un peu comme de présenter un menu. Et on ne sait pas que le client... Qu'est-ce qu'il va vouloir prendre là-dedans? Qu'est-ce qu'il va vouloir prendre? Est-ce qu'il est allergique à telle affaire? Est-ce qu'il a déjà essayé des choses? Et je conclurais peut-être pour la base de ça, c'est qu'il y a quelques années, il y a 10 ans, 15 ans, quand l'homme d'affaires se retirait après avoir vendu son entreprise ou quand le propriétaire d'immeubles se retirait après avoir vendu des immeubles, il pouvait espérer des rendements de 8-10 %. Ça prenait définitivement beaucoup moins d'argent pour assurer sa retraite
qu'aujourd'hui, où vous vendez une entreprise peut-être 2 millions, mais si vous avez un espoir de faire 2 parce que vous voulez jouer sécure, bien, ça ne fait pas un gros revenu, surtout si vous étiez salarié dans votre entreprise, que vous aviez différents bénéfices marginaux, vous n'êtes plus du tout dans la même situation financière. Et ça, je pense que c'est le gros point qui justifie de plus en plus l'importance des planifications financières avancées. Bien, je vous remercie beaucoup. Vous avez parlé à 2 occasions de documents légaux. Votre collègue est justement avocat de formation. Vous êtes comptable, je le rappelle. Exact. Et je pourrais vous demander, M. Turcotte, qui fait ça? Je comprends que c'est des gens très spécialisés comme vous, puis vous travaillez en équipe, là, mais vous travaillez pour quelqu'un à quelque part, j'imagine. En fait, c'est le client. On travaille d'abord pour le client dans le premier temps. Essentiellement, la planification financière, c'est une planification avancée qu'on peut appeler la planification financière intégrée, qui fait appel à 7 domaines d'intervention, tels que définis par... J'en connais 3, je ne connais pas les 4 autres. Alors, donc, il y a la planification financière globale, en fait, il y a fiscale et il y a le fiscal, successoral. il y a le légal, il y a le successoral, il y a l'assurance, il y a la retraite. OK. Et tous ces éléments-là mis ensemble et le budget font en sorte qu'il y a 7 éléments. Et une planification financière intégrée doit toucher ces 7 éléments de planification. Et c'est ce qu'on appelle une planification financière intégrée. Dans quel genre d'entreprise vous travaillez pour faire ce genre de travail? Ça peut être soit dans une compagnie d'assurance, une institution bancaire ou un bureau de professionnel, soit comptable ou cabinet d'avocat. Alors, vous travaillez dans une institution financière Exact. comme ça. Laquelle? Financière Sun Life. OK. Et vous, M. Lemay? Industriel Alliance, OK. Donc, 2 compagnies d'assurance. effectivement. Est-ce que je dois comprendre que les produits que vous recommandez à vos clients, c'est essentiellement des produits d'assurance? Assurance et placement. OK. C'est très important aussi, les placements. L'assurance a son importance pour prévoir l'imprévu, parce qu'on ne sait jamais, on peut être victime de différentes choses. Donc, l'assurance a son importance à ce niveau-là. Mais les placements, comme je le disais tout à l'heure, avec les taux de rendement, Actuel de 0 ou très À peu proche, près, là. hein. Alors, il faut essayer de trouver autre chose qu'on avait il y a 5 ans, 10 ans, 12 ans, comme vous disiez tout à l'heure. Et peut-être de trouver des placements qui vont utiliser l'impôt pour une majoration du rendement final. Je vous remercie beaucoup pour ces précisions. On me fait signe désespérément que ça serait temps de faire déjà une première pause. Alors, on va y aller, puis on va revenir dans 1 ou 2 minutes après pour poursuivre notre discussion sur ça. Donc, ça s'appelle, si vous voulez le noter, planification financière avancée. Donc, ça ne veut pas dire que l'autre que votre conseiller financier fait avec vous n'est pas avancé. Ça veut dire qu'elle est peut-être plus superficielle. On vous fait des colonnes de chiffres, puis on vous dit avec tant d'impôts, et puis tant de revenus, et puis tant de croissance économique, on prévoit que votre patrimoine il va gonfler de temps par année et qu'à 55 ans ou à 60 ans, vous serez rendu à tel niveau. Ici, on va fouiller beaucoup plus loin que ça. On fouille dans tout votre historique, puis on regarde tous vos documents chez vous. Alors donc, on va revenir dans quelques instants, si vous voulez bien. Alors, nous voilà de retour pour le 2e bloc de cette émission en compagnie de M. Pierre Lemay, qui est un planificateur financier avancé. Est-ce qu'on dit ça comme ça? Non, moi, je suis comptable agréé d'abord de formation. Comptable agréé de formation, oui. Et je suis membre d'une équipe qu'on a au niveau de la planification financière avancée. Mais je ne suis pas planificateur financier. OK. Pas planificateur financier, vous faites de la planification financière très spécialisée, très poussée, très avancée, c'est ça? J'ai une équipe pour la rédaction. Le paradoxe, là. Bien, c'est un paradoxe. On devait, même il y a quelques années, avoir automatiquement le titre de planificateur financier. Si on était comptable agréé, on avait simplement un examen à passer. Et ça n'avait pas été fait, mais je pense qu'on a tout ce qu'il faut en tant que comptable agréé pour pouvoir faire de la planification. Bien, pour produire des documents comme ça, j'imagine que vous avez des compétences et que vous ne faites pas ça tout ça, bien sûr. Non, effectivement. Alors, vous, M. Turcotte, vous êtes aussi, non, pas avocat de formation. Avocat, C'est-à-dire fiscaliste et planificateur financier. Pas comptable, Non. avocat, fiscaliste et planificateur financier. Exact. Mais lui, M. Lemay, il travaille, lui, à l'Industriel Alliance et vous travaillez à la Sun Life. Donc, Exact. des compétiteurs d'une certaine manière. Oui. Et ça me fait plaisir de vous accueillir et de vous poser encore quelques questions. Je vais commencer cette fois-ci avec M. Turcotte. Une planification financière avancée, ça prend combien de temps faire ça? Ça dépend du dossier, André, parce qu'il y a des planifications financières pardon, qui peuvent se faire sur une longue période. Par exemple, si on travaille avec un propriétaire d'entreprise où on a besoin de différents états financiers, alors des fois, il faut attendre après le comptable pour avoir des états financiers. Il y a des éléments qui peuvent être plus longs dans le temps, par exemple. En fait, l'obtention de certains documents peut être longue.
Alors, il y a des dossiers qui peuvent prendre quelques semaines, d'autres qui peuvent prendre quelques mois. L'important, c'est de faire le tour de tous les paramètres, des 7 paramètres que je vous ai expliqués précédemment, pour arriver en sorte de faire un plan qu'on appelle une planification financière intégrée, qui, suite à ça, il y aura des recommandations que le client aura le loisir ou non de mettre en place. Et comme vous ne travaillez pas au salaire minimum, ça coûte combien pour faire un travail comme ça? Au niveau de ce qui est facturé, c'est sans frais pour le client. C'est sans frais? Oui, effectivement. Ça ne coûte rien au client? Ça ne coûte rien à la base au client. Ce qu'on espère... Rien à la base, mais un petit peu plus haut quand on monte dans les étages, il doit y avoir des quoi quelque part, là, parce que je vous vois sourire. C'est sûr que pour faire un travail comme ça, on espère qu'on va pouvoir réaliser la business finalement avec le client, que ce soit à travers ses placements éventuels ou à travers des produits d'assurance quels qu'ils soient. Et on espère qu'avec le travail qu'on aura fait, qui demande énormément d'énergie, qu'il y aura un climat de confiance qui se sera installé entre le client et nous-mêmes. Donc, c'est rare qu'il n'y a pas un besoin X au niveau du client et à ce moment-là, la compagnie va y trouver son compte. Mais il n'y a aucune obligation formelle. On ne dit pas au client, bien, on est prêt à le faire, mais si vraiment, là, vous n'avez aucun intérêt, on ne fera pas le travail. Non, comme je le dis... Vous faites le travail, vous essayez d'identifier des problèmes et des solutions. Et là, à ce moment-là, on sera là, évidemment, pour... Lui proposer les produits de votre entreprise, bien entendu, et non pas de la sienne, et le contraire aussi. Exact. C'est un peu comme une soumission. Si on regarde les gens qui, dans le domaine de la construction principalement, et même ailleurs, les imprimeurs, ces choses-là, ils font souvent des soumissions et ils espèrent que, parce que c'est coûteux faire une soumission, oui. Et ils espèrent en bout de ligne possiblement décrocher un contrat. Mais si jamais ils ne font pas de soumission, ils n'auront pas de business. Le travail a été fait, puis le client, lui, a toujours son produit entre les mains. Là. Il a toujours son produit. Et ce qu'on remarque, c'est que des fois, le client, sur le coup, parce que c'est exigeant pour le client de comprendre toutes les avenues qu'on lui a proposées, et souvent, il va prendre un certain temps à réfléchir, à voir laquelle de ces avenues-là qui lui a été proposée. Il peut en parler avec ses autres conseillers à la banque ou son comptable ou avec les membres de sa famille. Là. Oui, et même souvent, on a affaire à rencontrer le comptable ou le fiscaliste du client pour voir, parce que nous, on présente un menu. Évidemment, un menu, on ne peut pas, avec quelques heures, même avec tous les experts, avoir la même compréhension des affaires de ce client-là que son comptable ou son fiscaliste peut avoir. Alors lui, il le connaît peut-être depuis 10, 12, 15 ans. Exactement. Et qu'il l'a vu évoluer dans le temps. Donc, nous, on propose des choix et souvent, le client aussi n'a pas toute la compétence pour les évaluer et la connaissance aussi. Donc, si on rencontre le comptable ou les professionnels du client, bien là, on peut vraiment comprendre quelles seraient les avenues qui peuvent lui être valables. M. Turcotte, vous procédez de la même façon, j'imagine? En fait, il y a un département chez nous qui s'appelle le service de planification successorale financière et on travaille en collaboration avec les spécialistes du client, que ce soit le fiscaliste, le notaire ou le comptable. En fait, le travail du planificateur financier, c'est le travail de chef d'orchestre. Okay. C'est-à-dire qu'il y a des spécialités et on travaille avec ces gens-là qui vont nous fournir de l'information pointue et technique pour qu'on puisse rédiger un rapport. Et à partir de ce rapport-là, bien, il y aura des recommandations qui seront faites au client. Par exemple, dans une mesure où on suggérait de faire une fiducie testamentaire, il est évident que nous, dans nos suggestions et recommandations, on peut expliquer les recommandations, les avantages et les inconvénients d'une telle structure. Mais la mise en place de cette recommandation-là va être faite, par exemple, par le notaire fiscaliste du client. Okay. Si, par exemple, on recommande une convention d'actionnaire et c'est l'avocat qui le signera, alors c'est vraiment un travail d'intégration et de chef d'orchestre qui va aiguiller le client vers les spécialistes pour mettre en application les recommandations. Et si le client faisait faire ça ailleurs, dans un grand cabinet de comptable, par exemple, ou chez d'autres spécialistes en ville, ça coûterait combien? Généralement, c'est... Le cabinet d'avocat ou de comptable agréé fonctionne en horaire, donc okay. Tarif horaire. Et là, tout dépend du spécialiste. C'est variable. Il n'y a pas vraiment de normes spécifiques. On me dit que c'est un travail qui peut coûter facilement 2, 3, 4, 5 000 $ et même davantage dans certains cas un peu plus complexes. Effectivement. C'était facturé à l'heure.
C'est sûr, parce que c'est toujours les meilleurs spécialistes, soit du cabinet d'avocats ou du bureau de comptable, qui vont devoir travailler. Comme on dit, c'est un travail de chef d'orchestre. Donc, ça prend un chef d'orchestre pour travailler. Et donc, le chef d'orchestre, moindrement que ça prend énormément de temps pour tout comprendre sa structure à tous les niveaux. C'est évident que moi, je serais même porté à croire que c'est définitivement beaucoup plus que 5 000 ou ça peut même dépasser les 10 000 Pour des gens de PME, de petites et moyennes entreprises qui ont des situations un peu plus complexes, évidemment, ça peut être encore plus long que ça parce que c'est à l'âge, justement. Exact. Et moi, on me dit que ça prend un temps fou. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Tout à l'heure, M. Tsokot a dit que ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, mais quelques mois aussi. J'imagine que vous avez à peu près le même temps à consacrer à ça. Moi, je dirais qu'une planification, la grosse problématique, c'est d'avoir tous les documents. Parce qu'on débute la planification. L'analyse, une fois que vous avez tout le matériel. Oui, parce qu'on ne sait pas. Il peut manquer un seul document, mais c'est assez pour nous bloquer. Et à ce moment-là, on n'avance pas. Et on n'est pas efficace. Donc, ça prend tous les documents. Une fois que nous avons tous les documents, on peut parler de 8 à 10 semaines pour remettre. Comme on travaille en collaboration avec d'autres spécialistes, par exemple, avec le comptable. Ça dépend de leur disponibilité également. Moi, j'ai un dossier à lequel je travaille où c'est un dossier c'est un parc immobilier. Et dans un dossier comme ça, où il y a plusieurs structures corporatives et fiduciaires, et on est en train de faire la réorganisation corporative de tout le parc et toute la détention des immeubles. Évaluer chacun des immeubles possiblement à la valeur actuelle et non pas la valeur qui vient de l'hôtel de ville. Il y a beaucoup de travail de fond, beaucoup de travail au niveau de la fiscalité, et ça implique de la collaboration de divers experts. Alors, chaque expert, en fait, c'est un peu comme quand on construit une maison, il y a un ordre logique. Donc, on ne fait pas, par exemple, la maçonnerie avant d'avoir fait la charpente de la maison. Bien sûr. Alors, c'est un peu le même principe lorsqu'on fait une planification financière. Il y a un ordre logique. Alors, nous, les documents, bien, ils sont fournis au fur et à mesure que le travail est fait. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir une certaine période entre le moment où on rencontre le client et où on livre le plan. Et ça s'adresse à qui, ça? À quel client? La planification financière? Avancée. Bien, je dirais, ça s'adresse... C'est un peu étrange et paradoxal parce que ça peut être soit, généralement, ça va être souvent aux propriétaires d'entreprise, mais ça peut être à des professionnels, par exemple, à des médecins qui veulent s'incorporer. Ça peut être à des jeunes qui ont un potentiel important en termes d'actifs ou en termes de structure au niveau de détention. En informatique, par exemple. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être des gens qui ont un parc immobilier. Mais essentiellement, là, c'est souvent des gens qui ont des entreprises, des corporations ou des professionnels qui ont certains actifs ou des structures à mettre en place. La grande majorité des clients se situent dans ce créneau-là. Quand est-ce qu'on fait ça, M. Lemay? Quand on commence dans la vie sur le marché du travail ou après un certain nombre d'années qu'on a accumulé déjà un certain nombre d'actifs? Moi, ce que je vois le plus souvent, c'est quand le propriétaire d'entreprise ou de propriétaire d'un parc immobilier arrive au point où il commence à regarder pour sa retraite, il commence à regarder s'il y a des gens autour de lui, entre autres ses enfants, qui peuvent avoir de l'intérêt à poursuivre l'entreprise ou ça peut être des employés. Donc, c'est plutôt des gens, je dirais, là, pour la grande majorité, qui ont à peu près 50 ans d'âge ou plus. C'est très rare qu'on arrive avec des gens qui avec des débutent. jeunes, là. Parce que nous, notre analyse... Les jeunes, ils vont aller voir des orienteurs plutôt, là. Oui, possiblement. Mais là, nous, on regarde qu'est-ce que c'est qui a été accumulé en termes d'actifs, en termes de toutes sortes de choses. On fait une analyse sur plusieurs plans. Donc, si on est au début d'une entreprise, c'est rare qu'il y ait eu des choses d'accumuler de façon sérieuse. Et si oui, en termes de planification, ça va être relativement simple. Donc, moi, je verrais, c'est plutôt de ces gens-là. Et ce qui les préoccupe beaucoup, c'est la retraite ou c'est le transfert de leur entreprise. Et donc, il faut regarder, j'avais mentionné à un de mes clients, bien, si tu veux vendre ton entreprise, il va falloir préparer la mariée. Tout à fait. Donc, préparer la mariée, ça veut dire... Arranger l'entreprise pour en obtenir le meilleur prix possible. Le meilleur prix, sûr. voir où elle pourrait être vendue, à qui, ça serait quoi les conditions fiscales qui pourraient être gagnantes. Donc, il y a des fois, il y a des délais d'attente de 2 ans ou plus pour préparer l'entreprise pour ne pas avoir un coût fiscal
trop important. Ça peut être de regarder dans l'entourage de notre propriétaire d'entreprise qui pourrait être susceptible d'acheter l'entreprise. Des fois, ça peut être un groupe d'employés, mais il faut y penser. Et la compagnie peut ne pas avoir la même valeur si on s'adresse à... si on peut vendre les actifs ou les actions, il faut expliquer ça. Donc, il y a beaucoup de choses à regarder pour maximiser cette situation-là. Vous parlez beaucoup de fiscalité et vous travaillez tous les deux pour des compagnies d'assurance. On m'a déjà dit, la planification financière avancée, c'est essentiellement de remplacer des coûts fiscaux actuels ou qui pourraient venir par des produits d'assurance. Est-ce que c'est loin, ça, de la réalité ou ça ressemble un peu, en fait, à ce que vous faites? Il peut y avoir des solutions à ce niveau-là, mais quand je parle de fiscalité au niveau de la planification, c'est de regarder est-ce que la fiscalité est au mieux pour l'entreprise, pour l'individu. À court, moyen et long terme? Court, moyen et long terme. Au niveau des placements, il peut y avoir des solutions de placement qui vont intégrer la fiscalité, mais je veux dire, c'est comme le remède, si on veut, au travail d'analyse globale qui a été fait. M. Turcotte, vous disiez vous aussi, c'est très long à faire, puis si on veut faire un travail sérieux, ça peut prendre quelques semaines et même quelques mois. J'imagine que vous ne faites pas ça régulièrement pour la même personne. Pas à chaque année, en tout cas, mais pas aux 2, 3 ans ou aux 5 ans non plus. Là. Bien, évidemment, une fois que c'est fait, c'est que moi, je vois une planification financière comme un plan de match à suivre. Okay. Donc, le plan pourrait être, par exemple... En cours de match, il peut être modifié un peu selon les circonstances. Selon la situation, par exemple, quelqu'un qui a une entreprise qui a 45 ans, qui a une entreprise qui vaut quelques millions, bien, pourrait être préoccupé par, justement, le transfert éventuel de l'entreprise. À 55-60 ans, on travaille plus au niveau de la planification successorale. Au niveau du décès, ça va être plus au niveau des protections. Bref, tout dépendant du mandat qui a été confié, tout dépendamment des préoccupations du client. Bon, donc, la planification financière intégrée ne se fait pas là, de façon systématique à toutes les années, mais c'est plus un plan général à laquelle on va ajuster en fonction des recommandations certains outils qui vont nous servir à on m'a dit aussi, mais peut-être de façon un peu simpliste, à chaque fois qu'il arrive un événement important dans votre vie, il faudrait reviser votre plan là, avec les personnes qui l'ont fait. Est-ce que ça tient la route, un raisonnement comme ça? Ça, c'est... Si on parle de planification globale, il faut que ça soit vraiment un événement majeur. Si, exemple, on fait... Décès, remariage, divorce, enfin, des choses comme ça qu'on me donnait comme exemple. Là. Si c'est un propriétaire unique d'entreprise, ça pourrait avoir une incidence, évidemment. Mais si on parle d'un groupe d'associés où il y en aurait un, comme on dit, de la gang qui se divorcerait, ça n'a peut-être pas d'impact parce que si le travail a été bien fait, il n'y a que les associés qui contribuent à l'entreprise qui finalement sont intégrés. Par contre, il peut y avoir des ajouts d'associés. Pour X raisons, on peut avoir des achats d'entreprise d'un concurrent, tout ça. Là, ça justifierait définitivement... À ce moment-là, il faudrait peut-être réévaluer la valeur de l'entreprise actuelle. Qu'est-ce qu'elle valait avant, qu'est-ce qu'elle va valoir maintenant et qu'est-ce qu'elle va valoir après l'acquisition, par exemple? Ça, c'est pas mon rôle que je perçois. Habituellement, le client a une idée de la valeur de son entreprise. C'est souvent une valeur idéale, non? C'est peut-être une valeur qui peut être idéale. On a des paramètres pour, si on veut, voir si c'est définitivement exagéré, mais c'est pas notre rôle. Comme je disais, si on présente un menu, c'est pas notre rôle de jouer au spécialiste et de dire, bien, votre entreprise vaut telle somme d'argent. Donc, je vous remercie encore pour ces explications. On me réclame encore une deuxième pause, alors on va aller faire cette deuxième pause, puis on va revenir dans quelques instants. Donc, en compagnie de nos deux spécialistes de cette semaine. Et on parle de planification financière, planification fiscale, planification successorale. Et c'est surtout le successoral qui préoccupe les gens actuellement avec le vieillissement de la population. Et de plus en plus, je pense, au cours des 20 prochaines années, avec les bébés boomers qui arrivent à 60, 65 ans et même 70 ans. Alors, messieurs, si vous patientez un petit peu, on va revenir dans 1 ou 2 minutes. Alors, nous voilà de retour pour le troisième bloc de cette émission, en compagnie toujours aujourd'hui de M. Pierre Lemire du groupe industriel Alliance et de M. Jean Turcotte,
qui est maintenant avec le groupe, c'est parce que j'essayais de lire votre nom ici, vous avez changé d'entreprise il y a peu de temps, de M. Jean Turcotte, qui est maintenant rendu chez la Sun Life, donc une autre compagnie d'assurance. On parle de planification financière avancée. Donc, une planification financière, un gros document, on va vous le montrer d'ailleurs à la caméra, un gros document très poussé qui peut prendre des dizaines d'heures à fabriquer et donc qui pourrait coûter très cher si vous faisiez faire ça dans un grand cabinet de comptable ou ailleurs en ville ou centre-ville, dans des grands bureaux d'avocats. Alors, les compagnies d'assurance vous offrent ce genre de document-là, gratuit ou à peu près, comme disait M. Lemay tout à l'heure, c'est pas tout à fait gratuit. On espère qu'on va vous proposer des produits pour combler des lacunes que vous avez dans votre planification et que ces produits-là, bien, vous allez les acheter chez nous, évidemment, c'est un peu normal. Et durant la pause, on parlait de la partie successorale. Alors, M. Turcotte disait effectivement, oui, quand on regarde maintenant la situation des gens, c'est bien beau de prévoir la succession, mais il faudrait peut-être penser aux années actuelles. Bien, c'est un peu mon approche. C'est que de faire un plan à très long terme, c'est parce que souvent on fait des plans sur 20 ans, 30 ans, ce qui est très bien en soi, d'avoir un plan de match, mais il ne faut pas oublier de vivre le moment présent. C'est-à-dire qu'on fait un plan pour en avoir pour la retraite, on fait un plan pour être capable de combler des besoins dans 20 ou 30 ans, mais aussi il faut penser qu'on a des besoins actuels. Et oui, ces besoins ça fait 30 ou 40 ans qu'on travaille, peut-être qu'on a besoin de vacances un peu. Là, exactement. L'idée, c'est d'avoir un juste équilibre entre le futur et le présent. Alors, et c'est ça que le plan peut nous aider à faire, mais il y a souvent des gens qui sont tout dans un ou tout dans l'autre. Et je pense que la science et la sagesse nous indiquent qu'il faut être capable justement de faire ce lien entre le futur et le présent et d'être capable de profiter justement des sous qu'on a présentement. À cet égard-là, par exemple, si on regarde les taux de projection, et souvent on avait des débats comme ça entre spécialistes, on nous dit qu'à la retraite, on devrait avoir besoin de 70 de notre revenu qu'on avait quand on était actif. Alors, par exemple, quelqu'un qui a 100 000 qui fait 100 000 par année devrait toucher à la retraite 70 000 par année. Pour maintenir pour maintenir le même son qualité de vie, son rythme de vie. Est-ce que c'est une hypothèse qui est possible, qui est plausible? Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est systématiquement la norme à laquelle on devrait se rattacher? Je suis pas sûr. Il y a quelques années, la retraite, ça durait 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans, puis là, maintenant, ça dure 15, 20 ans, 30 ans des fois. Exact. Alors, c'est tous ces éléments-là... Ça fait beaucoup de voyages en Floride à prévoir, ça. C'est tous ces éléments-là qu'il faut prévoir, discuter avec le client et voir les paramètres. Peut-être qu'un client à la retraite pourrait se satisfaire de 50 ou 60 de son revenu actuel. Alors, et c'est ça, c'est une discussion avec le client qui va nous amener justement à faire des projections qui sont réalistes et possibles. M. Lemire, un travail de longue haleine, fouillé, poussé comme ça, qui prend beaucoup de temps. Est-ce que c'est coulé dans le béton ou est-ce que ça peut être modifié selon les circonstances au fil des ans? C'est sûr que... C'est-à-dire qu'on présente un premier travail, disons, à une date donnée. Et si le client juge à propos dans 2, 3, 4, 5 ans que sa situation globalement a énormément évolué, qui serait rendu au point de refaire la planif, on reprend la planif au complet parce qu'il y a des fois des changements qui peuvent avoir des impacts sur plein d'autres choses. Donc, on ne peut pas juste ressortir du cadre. À la pièce. Exactement. Il faut que ça soit refait dans sa globalité pour ne pas induire le client en erreur. J'ai un exemple qui me vient en tête parce que je l'ai vu passer il y a quelques semaines. Il y avait un monsieur et sa dame qui avaient vendu l'entreprise et qui se retrouvent, après avoir payé les impôts, etc., devant 1,5 million à peu près. Et ils étaient en bonne santé tous les deux à l'aube de 70 ans, là, 66, 7, 8 par là. Okay. Et puis, à un moment donné, on apprend que la dame vient de gagner 1 million de dollars en plus. Quand ça va mal, ça va mal. Là. C'est oui. juste au moment de la retraite. Oui, Est-ce que dans un cas semblable, ça vous paraît une circonstance qu'il faudrait reprendre ce genre de document? C'est possible qu'avec 1 million, là, surtout si on parle de l'importance par rapport à l'ensemble des fonds du client, que ça soit valable de reprendre la planif. Elle pourrait être plus pointue, plus dirigée pour trouver des solutions à ce beau problème-là d'avoir gagné 1 million, effectivement. Et ça pourrait être des solutions de placement ou et c'est le point que je voulais emmener, parce que souvent en planification, on doit déterminer si le client, avec les demandes qu'il fait de besoin pour la retraite, si sa retraite, comme on dit, elle est gagnée, toujours en prévoyant une certaine marge de sécurité, bien là, on peut penser successoral. Donc, dans le cas où vous me parlez,
peut-être que ça va compléter la retraite. Là, il n'y aura plus de problème, puis ils pourraient même augmenter leur revenu disponible. Mais aussi, ils pourraient y avoir comme objectif d'améliorer le patrimoine successoral. Et donc, on pourrait regarder pour des avenues différentes, puisqu'ils étaient déjà en mesure de bien subvenir à leurs besoins de retraite. Donc, ça va être ces points-là qu'on va regarder. D'ailleurs, quand j'ai parlé au monsieur, il m'a dit « Le million, il est déjà placé, monsieur Hein. » J'ai dit « Ah oui, comment ça? » Bien, il dit « On a décidé d'aider nos enfants à finir de payer des hypothèques parce qu'ils sont rendus à 50 ans, eux autres aussi. Puis la retraite approche pour eux autres aussi. » Alors, il avait décidé, ces parents-là, d'augmenter un petit peu, mais tout de suite, là, la succession est d'en donner aux enfants pour les aider à payer les hypothèques sur la maison. Effectivement. Je lui ai demandé « Est-ce que c'était le meilleur choix? » Bien, je ne sais pas, il faudrait que je voie des spécialistes. Et c'est là que j'ai dit, bien, écoute, je vais en avoir 2 spécialistes qui vont venir à mon émission là, dans quelques semaines. Vous pourriez écouter ça puis regarder à quoi ça ressemble. Voilà. C'est ça. C'est un choix qu'il a fait. On suppose que c'était peut-être le meilleur choix dans les circonstances. En tout cas, c'est celui qu'ils ont choisi. Et peut-être qu'il avait parlé avec leur planificateur financier auparavant. Mais ça peut aussi être un choix, si on veut, c'est peut-être pas le meilleur choix technique, mais c'est peut-être le meilleur choix émotif. Ou sentimental. Ou sentimental. Donc, il faut bien comprendre la différence. Donc, comme je disais tout à l'heure, on présente un menu, mais finalement, en bout de ligne, peut-être les enfants vont dire, tant qu'à recevoir une plus grosse part alors que j'ai 50 ans, recevoir une plus grosse part quand tu vas décéder dans 15 ans, je vais en avoir 65, j'aime peut-être mieux l'avoir maintenant, ça ferait mieux mon affaire, quitte à avoir une succession moins grande. Donc ça peut dépendre des discussions que les parents auront eues avec leurs enfants. Et à ce moment-là, il peut faire... parce que je pense dans un choix, c'est toujours un mix de solutions qui est le meilleur. Donc, tout à fait. Il pourrait, avec le million, avoir remboursé une certaine proportion d'hypothèques pour les enfants, mais en conserver aussi, soit pour lui ou soit pour le successoral. Ou pour des études des petits-enfants, exactement. Ça, on le voit de plus en plus, là. Je pense que c'était ça leur autre préoccupation, là. Les petits-enfants arrivent au cégep ou à l'université, on va aider les parents à payer les études universitaires des petits-enfants. Oui, parce qu'on le vit là en ce moment avec tous les troubles qu'on a. Ça risque de coûter beaucoup plus cher avec les années qui s'accumulent, alors qu'avant ça, c'était peu coûteux d'envoyer nos petits-enfants, dans leur cas à eux, dans 15-20 ans aux études. Ça risque peut-être de coûter beaucoup plus cher. Et à ce moment-là, s'il a contribué aux études, qu'il a préparé un fonds, bien, ça va être d'autant plus important de l'avoir fait. Donc, il n'y a rien de coulé dans le béton, mais on ne change pas ça n'importe quand pour n'importe quelle raison. Ça prend des motifs sérieux. Et les parents ont le droit, eux aussi, avec une manne comme ça qui arrive à la dernière minute, de changer leur propre plan de vacances. Et M. Turcotte disait durant la pause, c'est bien beau prévoir les 15-20 prochaines années. Il faudrait peut-être prévoir aussi les 15-20 prochains mois, là, c'est-à-dire profiter de la vie maintenant. Oui. Alors, eux, je pense que c'est ça qu'ils avaient fait. Ils voulaient s'acheter une grosse roue d'automobile, un VR, comme on appelle. OK, d'accord. Pour essayer ça, pour l'essayer durant quelques années, puis on dit, si ça répond pas à nos espérances, bien, on le revendra dans 2-3 ans. Mais pour l'instant, on a envie de l'essayer, puis on a les moyens de l'essayer maintenant. Oui, d'accord. Voilà. Alors, donc, c'est des exemples comme ça. Et puis, il y en a 13 à la 12e. Vous n'êtes pas obligé, avec un document comme ça, de le suivre à la lettre, bien entendu. Parce qu'au moment où on vous l'a donné, c'est ça qui correspondait, selon le groupe de spécialistes, le mieux possible à vos objectifs. Mais vos objectifs, on doit changer aussi. C'est un guide, en fait. C'est un guide qui nous permet de nous guider, qui permet de nous donner un plan de match. Alors, le client choisit, selon ses priorités, selon ses objectifs, qu'est-ce qu'il veut mettre en place en priorité. Par exemple, un client qui n'a pas de testament, qui est à l'aube de la retraite, bien, il est évident que si sa préoccupation majeure, c'est la planification successorale et une dévolution testamentaire qui va correspondre à ses objectifs, bien, le fait de faire un testament devrait devenir la priorité numéro 1. Comment vous avez appelé ça, une dévolution testamentaire? C'est-à-dire que s'assurer que les biens vont être dévolus aux bonnes personnes et en bonne proportion. Donc, si c'est notre préoccupation majeure, puis on n'a pas de testament, alors la préoccupation première, ça devrait être de faire un testament. Le plus rapidement possible. Puisque ce qu'on ne contrôle pas dans la vie, c'est 2 choses, la mort et les impôts. Et un testament, ça non plus, c'est pas un document définitif. On peut l'en changer tant absolument. qu'on est On peut vivant. en faire un tous les jours, si on veut. C'est un document qui est révocable, qui est unilatéral. Donc, ça ne lie que c'est la personne qui le fait. Moi, je peux refaire un testament. Je peux aller chez le notaire aujourd'hui puis en faire un autre le lendemain matin, si je veux. OK. Bon, alors voilà. Ça répond à vos questions, j'espère, parce que j'en avais reçu plusieurs, j'en avais fait une liste. Et c'est à partir de cette liste-là que j'ai décidé de poser des questions à nos 2 spécialistes d'aujourd'hui, qui, je ne vous l'ai peut-être pas dit en revenant de la deuxième pause,
mais sont M. Pierre Lemay, juste à ma droite ici, de l'Industriel Alliance, et à côté de lui, de la Sun Life cette fois-là, M. Jean Turcotte. Et les deux font à peu près le même boulot, mais un peu en compétition, si on veut, dans deux compagnies d'assurance différentes. Donc, la planification financière, c'est important. Il faut la faire, puis il faut la prévoir, puis il faut la changer en cas de besoin. Mais encore une fois, ce n'est pas un document qui vous lie pour le restant de vos jours. On peut changer ça facilement et assez rapidement. Et là, à ce moment-là, j'imagine que les coûts sont moindres et le temps que ça demande est beaucoup moins long. Les coûts, c'est difficile que ça soit moindre. C'est fait sans frais. Fait que c'est difficile d'avoir des coûts moindres. Ça pourrait peut-être pour nous, puisque, comme mentionnait Jean tout à l'heure, d'avoir les documents, la première fois qu'on a dû faire... C'est ça qui prend du temps, surtout ramasser tous les documents avant de commencer d'analyser la situation. Effectivement. Donc, si on a déjà tout ça, c'est beaucoup plus rapide pour la production du nouveau document, si on veut. Mais il faut s'assurer de revoir bien tout parce que un seul changement peut affecter tellement de niveaux que des fois, de prendre pour acquis le changement sans aller plus loin. Regardez les autres éléments, les 6 autres éléments dont parlait M. Turcotte tout à l'heure. OK, alors on va faire une autre pause qu'on me réclame, et là, on me promet que ça va être la dernière pour cette émission d'aujourd'hui, en tout cas. Alors, on revient dans 1 ou 2 minutes. Alors, nous voilà de retour en compagnie de nos 2 invités de marque de cette semaine qui sont, je vous le rappelle, juste à ma droite ici, M. Pierre Lemay, et lui travaille avec le groupe Industriel Alliance, et à sa droite à lui, c'est M. Jean Turcotte qui travaille, lui, maintenant, avec le groupe Sun Life. Je dis maintenant parce qu'il était dans une autre entreprise avant qui s'appelait AXA. Alors, vous avez peut-être, si vous regardez des anciennes émissions, des anciennes éditions de cette émission, M. Turcotte, qui était à ce moment-là au groupe AXA, mais là, il a changé de place parce que le groupe AXA a été scindé en 2, comme vous le savez, et puis ça a été vendu à deux groupes d'investisseurs différents. Alors donc, on parle aujourd'hui de planification financière avancée. C'est de la planification financière qu'on fait autrement que celle que vous fait peut-être votre conseiller financier, qui est aussi planificateur financier, parce que lui s'en tient à quelque chose d'un peu plus superficiel. Ici, on creuse en profondeur, puis on regarde l'historique de vous, puis de votre famille, puis de l'ensemble de la situation. Plus on a d'informations, plus on peut faire un travail en profondeur, si je comprends bien, M. Lemay. Mais le problème majeur, c'est toujours de recueillir de l'information au début. Alors donc, si vous voulez regarder cette émission à d'autres reprises, vous pouvez toujours l'attraper sur tvrl.ca, qui est notre site Internet. Et là, vous allez évidemment à programmation, puis dans la programmation, vous faites vos finances. Puis là, vous allez voir les émissions avec les dates à côté. Vous prenez ce que vous voulez. Mais on me dit que depuis quelques semaines, on peut aussi nous attraper sur YouTube. Ça, c'est une nouvelle technologie moins connue pour un monsieur de mon âge. Mais on me dit que quand vous allez sur tvrl.ca, ça peut prendre quelques minutes à télécharger une émission, ça dure quand même 1 heure. Si vous allez sur YouTube, apparemment, c'est beaucoup plus rapide. Mais est-ce que vous êtes équipé pour aller sur YouTube? Ça, je ne sais pas, ça dépend de vous, là. Alors donc, voilà donc pour le 4e et dernier bloc de cette émission. Mais M. Turcotte me faisait remarquer aussi que j'avais dit au début que c'était la dernière émission de cette saison. Alors donc, vous pouvez toujours voir les autres où je vous ai dit. Et si vous êtes à Laval, vous pouvez regarder ça à la télévision en première diffusion à 21h le samedi, ou vous pouvez regarder le lundi à 10h le matin, donc, ou vous pouvez regarder le mercredi à 21h30 aussi. Ça, c'est directement à la télévision. Pour les gens qui veulent les enregistrer, peut-être, là, vous pouvez faire votre enregistrement vous-même à ces heures-là et à cet endroit-là. Alors, tvrl.ca. Et puis, ensuite de ça, vous pouvez toujours nous appeler au 973-8005. Alors, même durant les vacances, il y a du personnel ici qui va prendre vos appels, qui va me les acheminer. Et je pourrais peut-être vous rappeler éventuellement pour voir, ou alors acheminer votre demande à un de nos deux invités, si vous préférez parler à un des 2 invités, pour voir comment solutionner votre problème. C'est pas parce que la station ici prend sa programmation d'été qu'on ferme toute la boutique. C'est pas ça que ça veut dire. Alors donc, vous pouvez toujours continuer de communiquer avec nous. Et si vous voulez communiquer avec moi personnellement, directement, bien évidemment, vous faites le 514-931-0746. 514-931-0746. Je considère que c'est le numéro le plus important, mais mes 2 invités ont aussi des numéros personnels et des numéros à leur entreprise qu'il me fera plaisir de vous transmettre, évidemment, si vous appelez au 514-931-0746. Alors voilà donc
Messieurs, est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter sur la planification financière avancée ou sur d'autres sujets qui vous tiennent particulièrement à cœur? Ben, moi, en fait, je dirais, André, que lorsqu'on fait faire une planification financière, qu'elle soit partielle ou totale ou avancée, évidemment, il faut toujours regarder la qualification des gens avec lesquels on fait affaire. Tout à fait. Et ça, c'est important, que ce soit un comptable agréé, un avocat, un planificateur financier. Essentiellement, je pense que ça, c'est l'élément le plus important à vérifier, c'est la compétence des gens avec qui on fait affaire pour s'assurer que l'information qui va être transmise au client reflète bien la réalité et que ça va être fait selon les règles de l'art. Et ça, c'est simple. On peut vérifier soit au niveau des ordres professionnels, au niveau de l'Institut québécois de planification financière, à savoir si notre planificateur financier est membre de l'Institut. Donc ça, c'est des éléments qui vont rassurer le client et qui vont valider les connaissances et les compétences de la personne avec laquelle on fait affaire. Et ça, pour moi, c'est un élément très important. Et ça, les clients devraient vérifier systématiquement. Parce que souvent, la notion de planification financière a été peut-être galvaudée. Oui, exact. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'assurer que ce qui a été fait avant, et ne pas se gêner pour demander au planificateur financier avec quel genre de client tu travailles. Par exemple, si moi, je suis propriétaire d'entreprise, il faut s'assurer que le planificateur financier est habile et compétent avec ce genre... Exact. Alors, donc, c'est important de valider les connaissances du planificateur financier avant de faire une démarche pour s'assurer que ce qui va sortir des recommandations soit valable et tienne la route. Et c'est mieux de poser des questions avant plutôt qu'après. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi vous admettez des gens comme ça? Pourquoi vous les laissez aller sur le marché? Voilà, c'est un peu comme, vous savez, c'est un peu comme un médecin. Si moi j'ai un problème, par exemple, au niveau intestinal, je vais aller voir un spécialiste. Si j'ai un problème à un autre niveau, je vais aller voir le spécialiste. Alors, il faut vraiment s'assurer que la personne avec laquelle on fait affaire, puisque comme on a dit tantôt, le planificateur financier est un chef d'orchestre qui peut toucher différents volets. Donc, il faut juste s'assurer que les gens aient les compétences nécessaires pour livrer la marchandise. Monsieur Lemay, ça vous embête pas trop, ces vérifications? Non, je pense que... Si j'appelais, par exemple, à Industriel Alliance et que je demandais votre nom, on me référait à vous, oui, j'imagine? Effectivement. Oui, aucun problème. Et à ce moment-là... Vous allez retourner les appels dès que vous allez pouvoir. Exactement, oui. Donc, et c'est sûr que quand une compagnie, que ce soit Sun Life ou Industriel Alliance ou une banque, a une équipe et que cette équipe-là est sous supervision, c'est sûr qu'ils vont ils vont faire attention pour pas perdre, parce qu'ils ont on peut dire, ils ont une valeur boursière ou autre énorme. Donc, ils font pas... il y a un homme, une réputation à protéger. Là. Énorme. Donc, je pense que c'est majeur. Et je pense que la plus grande difficulté, c'est peut-être pour les individus qui sont seuls, parce que c'est un plan de match qui est global. Donc, la difficulté, c'est de s'assurer que cette personne-là va avoir des gens qui l'entourent, aptes à pouvoir aller dans d'autres sphères de spécificité, si on veut, qui sont exigées par une planification financière globale. Un peu comme quand vous allez voir votre comptable, bien, il doit y avoir des fiscalistes, il doit y avoir plein de gens qui sont autour de l'associé du cabinet que vous rencontrez pour vos états financiers, parce que vous pouvez avoir des questions qui débordent simplement du champ de l'état financier comme tel. Donc, c'est majeur et c'est compte tenu que le client veut s'en servir ou aura à s'en servir comme guide, comme outil global dans... Vous avez une responsabilité, vous qui avez fabriqué le document derrière ça. Une responsabilité qui est majeure. Parce que finalement, le client, dans certains cas, va regarder les recommandations et il va aller de l'avant. Mais il faut que la recommandation tienne la route, sinon il pourrait se pénaliser de façon significative. Comment ça se passe? Une fois que vous avez fabriqué le document, vous faites quoi? Vous le livrez, j'imagine, au client? Oui, on le livre au client. En lui expliquant qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Exactement. Et donc, le premier temps, moi, je le livre toujours au client sans ses spécialistes pour aller à sa vitesse à lui, pour m'assurer qu'il comprend bien tous les tenants et les aboutissants du document. Et par la suite, si c'est requis, là, j'irai rencontrer les spécialistes. Son comptable, son avocat, son notaire, etc. Etc. Pour discuter sur la même longueur d'onde entre spécialistes. Exactement. Et là, le client qui aura déjà été mis au parfum, comme on dit, il sera déjà sensibilisé, il va être beaucoup plus apte à suivre la conversation. Donc, je pense que c'est ça qui est important.
faut faire les choses graduellement et à la vitesse du client pour s'assurer que le produit va vraiment donner tous ses effets. Exact. Autrement, ça risque de causer plus de problèmes qu'autre chose. Ah oui, c'est... Bien, alors, je vais vous souhaiter des belles vacances si vous ne les avez pas déjà prises. De toute façon, ça va être la période de vacances qui s'en vient pour tout le monde. Qu'est-ce que vous prévoyez dans l'économie finance au cours des prochains mois? Est-ce que vous avez des projections? Monsieur Turcotte? Bien, en fait, moi, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec l'Europe. Donc, on sait que là, la Grèce devrait, en fait, aboutir à... On espère, va aboutir à former un gouvernement. Par la suite, évidemment, nouveau gouvernement, un nouveau président en France. Donc, on verra aussi ce que la dynamique entre les nouvelles... le nouveau président français. Au pouvoir des exact, pays. et la chancelière allemande. On va voir aussi l'économie américaine, comment elle va se comporter dans les prochains mois. Il y a des... On va voir les élections américaines à l'automne, qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Donc, une année charnière au niveau politique et peut-être aussi très intéressante au niveau économique. Donc, les prochains mois ne seront pas sans intérêt, c'est certain. M. Lemay, comment vous voyez l'avenir immédiat? Quand je dis immédiat, je parle des prochains mois, évidemment, pas des prochains jours, là. Je dirais un peu comme ce qui a été dit, il y a tellement de choses importantes qui vont se passer avec les élections, avec toutes sortes de... Je pense que ça va être comme un peu tranquille au niveau rendement boursier, ces choses-là. Je pense que c'est de l'attente, là. Il peut se passer plein de choses. Je pense que l'investisseur... On est en deux cycles économiques, si je comprends bien ce que vous dites. Je pense que l'investisseur va vouloir un peu attendre pour savoir qu'est-ce qui va réellement se passer, qui va être au pouvoir, entre autres aux États-Unis ou ailleurs, pour comprendre, si on veut, c'est quoi la couleur du nouveau dirigeant, si jamais c'est le cas, et à ce moment-là, voir comment il peut réagir au niveau placement, au niveau finance. Alors, merci beaucoup de votre contribution encore une fois. Merci beaucoup de toutes ces explications que vous avez fournies aux gens qui nous font le plaisir de nous écouter. On va souhaiter des belles vacances à tout le monde, un bel été à tout le monde. Alors donc, mes deux invités aujourd'hui étaient M. Pierre Lemay, un comptable de formation qui travaille auprès de Industriel Alliance, et de M. Jean Turcotte, qui travaille maintenant, lui, chez la Sun Life. Et ce sont deux messieurs qui font ce qu'on appelle de la planification financière avancée. Alors, si vous entendez ça au PFA au cours des vacances d'été, vous saurez de quoi on parle, parce que vous aurez écouté cette émission. Sinon, bien, vous pourrez toujours aller l'écouter à tvrl.ca à la date d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là durant cette saison. Et je vous dis pas ce qui va se passer à l'automne parce qu'on ne sait pas. Ici également, il y a des incertitudes. Ça n'a rien à voir avec la grande politique mondiale ou internationale, mais il y a des incertitudes un peu partout. Puis il faut apprendre à vivre avec ça. Alors, M. Lemay, merci beaucoup. M. Turcotte, merci beaucoup également. Je vous souhaite des belles vacances à vous et à vos familles. Alors, merci beaucoup d'avoir été là aussi, puis merci à l'équipe technique qui a fabriqué cette émission pour vous, parce que c'est pour vous qu'on fait ça et non pas pour nous. Et je vous souhaite donc une belle journée, une belle fin de semaine et à la prochaine. Merci, au revoir.